Bienvenue dans ce panel sur l'immigration dans le cadre du troisième édition du Salon Talent International. Donc, je suis l'organisateur et l'animateur aussi, M. José Reyes, directeur d'Interactive Continental. Et puis, je suis très fier d'accueillir un panel de grands experts qui vont pouvoir nous apporter vraiment de la valeur ajoutée par rapport à l'immigration, par rapport à l'intégration au Québec. Donc, je vais commencer par présenter le panel dans ce cadre-là. Donc, en premier, c'est Mme Brigitte Lavallée. Lavallée se consacre depuis 25 ans au développement de compétences de milliers d'étudiants, d'entrepreneurs, de professionnels, de fonctionnaires et de gestionnaires en tant que conférencière, animatrice d'ateliers, formatrice, coach et aussi gestionnaire de projets et de développement de compétences. Donc, Mme Lavallée, je suis très content de vous accueillir parmi nous. Madame Merlin Senepen aussi, elle est leader collaborative, une coach et mentor s'appuyant sur plus de 20 ans d'expérience. Elle détient une maîtrise en intervention des systèmes humains de l'Université Concordia à Montréal et une certification en tant que praticienne de changement et formatrice pour les cours de gestion de changement. De plus, elle est lauréate Grand Prix Hommage Liste de la Diversité 2017. Donc, Merlin, je suis très fier de t'accueillir parmi nous. Et puis, Monsieur Michael Sandepen. Monsieur Sandepen agit à titre de coordonnateur pour Attraction Nord, un important organisme de promotion régionale du nord du Québec. Il est diplômé en finance du St. Mary's College avec des solides compétences en prise de parole, gestion, assurance et leadership, en plus d'être un exemple d'immigrant au parcours professionnel et personnel réussi. Donc, Michael, très content d'avoir parmi nous. Donc, on va mettre la table pour ce panel dynamique. On va essayer d'apporter beaucoup de valeur. On sait que les gens qui participent au panel, c'est des gens à travers 3 continents, donc à travers l'Amérique latine, l'Afrique et l'Europe. Donc, à tout le monde, j'espère qu'à travers ce panel, on va pouvoir vous guider, on va pouvoir vous donner l'heure juste de porter de l'intégration au Québec. Donc, sans plus tarder, on va mettre un petit peu la table en général pour que les gens ils sachent un petit peu comment est-ce que c'est l'intégration au Québec. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle autant de l'intégration, de la diversité et l'inclusion en ce moment au Québec, d'après toi, Brigitte? C'est sûr qu'au Québec, là, on a subi dans les 20 dernières années des grands changements démographiques. Là, il y a un vieillissement de la population, tous les baby boomers s'en vont à la retraite. Il y a un taux de dénatalité depuis au moins 20 ans, donc ce qui fait que la démographie au Québec est en déclin. Donc, on a vraiment besoin des personnes immigrantes pour continuer là, à se développer au Québec. Puis, donc, tout ça amène une pénurie de main-d'œuvre. Donc, on a envie et on a besoin de nos personnes immigrantes là, qui viennent pour nous aider, là, en fait, parce que c'est là qu'on est au Québec actuellement. Puis, je dirais que l'autre raison pour laquelle on en parle autant, c'est à cause de tous les événements sociaux qui sont arrivés dans les dernières années. La mort de George Floyd a été hautement médiatisée. C'est pas que c'était le premier noir à mourir dans des conditions semblables, mais ça a été le premier qui a été aussi médiatisé presque en direct. Donc, ça a comme vraiment créé là, beaucoup d'ouverture par rapport au sujet. Ça fait un commentaire très pertinent par rapport à ça. Puis je pense que d'ailleurs, c'est un portrait pas mal précis de ce qui se passe en ce moment. Merlin Sapin, donc très content d'avoir parmi nous. Quelle est ta perspective par rapport à ça? Oui, avant tout, bon, merci José, merci mes collègues pour cette belle opportunité. Et bon, on parle de la diversité et l'inclusion parce qu'ici au Québec, nous sommes en mosaïque de cultures. C'est ton rêve, c'est de vivre une expérience unique où la diversité, la variété de gens, de cultures, de nourritures, de façons de vivre venait à Québec. Et je trouve que ici, même dans le gouvernement et les entreprises, ont pris en charge la responsabilité d'aider la société à être plus inclusive et aider pas seulement les immigrants, mais aussi les gens autochtones d'ici, de vraiment être plus ouverts à se connecter avec différentes cultures. Tout à fait. C'était très précis, Merlin, je pense que tu as vraiment très bien résumé ça. Et puis, Michael, monsieur le coordonnateur d'Attraction Nord, donc, m'a bien hâte de vous entendre. Bonjour tout le monde, merci José pour l'opportunité. Moi, je viens de l'île Maurice, une petite île qui se trouve dans l'océan Indien, où déjà on côtoie pas mal de cultures, pas mal de différences, parce que les gens viennent de l'Asie, d'Afrique, de l'Europe. Donc ici, quand je suis venu au Québec, j'étais agréablement surpris de pouvoir goûter à des nachos,
à du curry, à de la poutine. Et comme Ling dit, ben, c'est vraiment l'intégration culturelle aussi. C'est pas qu'on vient seulement pour venir travailler, mais on a une vie, une qualité de vie qu'on peut retrouver. J'aime bien écouter la musique latine, j'aime bien écouter les vieilles chansons québécoises, j'aime bien l'accordéon. Donc, il y a plein de choses que je retrouve, malgré que je suis très loin de mon pays, ben, je retrouve dans mon pays d'adoption et qui me fait plaisir d'être là. Voilà. Et puis, comme Brigitte a dit, ben, on a besoin de la main-d'œuvre économiquement parlant. On a besoin des gens. Exemple simple, le nord du Québec, c'est pratiquement aussi grand que l'Allemagne. On a actuellement, selon les dernières statistiques, 46 178 habitants seulement. Donc, venez au Québec. Tout à fait, Michael. Puis je pense que tu apportes vraiment un point très important. Dans le cadre du salon, on parle du nord du Québec plus précisément. Puis je pense qu'on parle d'un territoire énorme. Le Québec en soi, il fait 4 fois la France. Donc, on parle de territoire immense, mais très peu peuplé. Donc, je pense qu'à travers ce salon-là, je pense que les gens vont pouvoir aussi le découvrir. Puis, justement, le but de ça, l'intégration, c'est que les gens puissent constater à quel point le potentiel est énorme, à quel point le potentiel est génial dans cette région-là, puis comment est-ce qu'on peut faire un processus d'intégration adéquat. Donc, ceci m'amène à la deuxième question. Donc, quand on pense souvent au processus d'intégration, on pense souvent que ça commence juste à l'arrivée au pays d'accueil. Mais on sait bien que la préparation, ça commence bien avant. D'ailleurs, c'est un facteur qui est très important pour réussir son intégration au Québec. Donc, comment est-ce qu'on peut bien se préparer avant d'arriver au Québec, Brigitte? En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire pour se préparer, avant d'arriver au Québec. Premièrement, apprendre le plus possible sur le Québec. Puis je ne parle pas nécessairement d'apprendre sur la géographie, là, ça peut être intéressant, mais apprendre sur qui on est au Québec, c'est qui le peuple québécois, c'est quoi l'histoire du Québec, par quoi on a passé pour devenir qui on est aujourd'hui. Parce que ça, c'est quelque chose que l'identité québécoise, c'est quelque chose de très émotif. Donc, quand on est une personne immigrante, il faut comprendre toutes ces notions émotives-là qui vont peut-être rencontrer chez les personnes du groupe majoritaire, donc les gens qui ont vécu ici, qui sont nés ici depuis plusieurs générations. Donc, apprendre le plus possible sur le Québec. Apprendre le français, on peut commencer à l'avance, si on n'est pas francophone, on peut commencer à l'avance à se parfaire en français. Lire aussi sur c'est quoi la culture de gestion au Québec, en Amérique du Nord, qui peut être différente de notre pays d'origine et qui va nous permettre de mieux comprendre comment ça va se passer quand on va arriver dans nos milieux de travail. Ou est-ce qu'on va peut-être rencontrer des façons différentes. Les superviseurs, les gestionnaires vont peut-être nous gérer de façon très distincte de notre pays d'origine. Et ça vaut la peine d'en avoir appris un peu à l'avance pour se préparer parce que ça va être très apprécié de la part des personnes qui sont sur place. Donc, ça peut être aussi le vocabulaire. Même si on est francophone, il se peut que le vocabulaire de notre métier, de notre profession ne soit pas exactement le même au Québec. Donc, on peut déjà commencer à préparer tout ça à l'avance. C'est toutes des choses qu'on peut trouver sur Internet. Et puis, je dirais peut-être une autre chose, peut-être avoir lu un peu sur le choc culturel. Puis, Merlin va vous en parler davantage, là. Mais on sait qu'on vit un choc culturel quand on arrive dans un nouvel espace, dans un nouvel environnement. Donc, d'avoir lu un peu là-dessus aussi, c'est très aidant. Je pense que tu apportes des excellents points par rapport à ça. C'est très, très opportun. Merlin, qu'est-ce que tu pourrais rajouter par rapport à ce que Brigitte vient de nous dire? Bon, je pense que la première chose, c'est d'avoir la passion dans ton corps et la volonté de changer ta vie pour toujours. C'est de vraiment prendre la décision d'ouvrir une porte qui va t'amener dans un monde complètement différent à ce que tu connais. Mais le plus important, c'est de comprendre que tu vas vivre, expérimenter toi et ta famille un processus de transition, qu'il faut apprendre comment gérer tes émotions et avoir la force
et l'endurance pour pouvoir surmonter les défis. Parce que oui, il y a beaucoup de cadeaux, beaucoup de belles choses, mais surtout, ton caractère et ta persévérance va être une preuve. Mais je suis là depuis 20 ans et je veux dire que jamais je vais regretter d'avoir déménagé ici au Québec. C'est une terre précieuse qui m'a donné toutes les opportunités, mais aussi m'a fait grandir comme être humain. Et bien sûr, on peut lire beaucoup par rapport à la gestion des changements, qu'est-ce que tu vas expérimenter, etc. Mais quand tu arrives et tu commences les chocs et les processus de transition et d'intégration, c'est là où, dans la pratique, tu vas apprendre à grandir dans le processus. Tout à fait. Tu as vraiment des excellents points. Tu as vraiment raison, mais je pense que ici, on est trop parmi la table. Personnes qui ont traversé ce processus-là, Mme Lavallée aussi, vous dire que le connaît aussi de première main. Donc, Michael, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu pourrais apporter? Et moi, je vais dans les mêmes lignées que les deux dames qui ont parlé avant moi. Ben, il faut d'abord qu'on soit, on sait ce qu'on veut et on soit fort mentalement. Parce qu'on va quitter sa famille, on va quitter son emploi, on ne va pas être là pour la mortalité d'un proche peut-être, qui va être très dur, très dur, ça fait vraiment mal au cœur. Et il faudrait qu'on soit aussi flexible. Il faut qu'on ait un plan, mais qu'on soit flexible. Parce que quand on vient, c'est sûr que si on se met, comme moi, je suis venu avec mes qualifications et tout, je me disais, ben voilà, le job que je veux. Et ce n'est pas passé comme ça. J'ai dû avoir beaucoup d'acceptation, recommencer, apprendre, mais ça m'a fait grandir, comme Ling a dit, et ça m'a fait beaucoup grandir en tant qu'homme, en tant que moi-même, de me connaître moi-même. Il faut qu'on ait un plan, c'est sûr, mais il faut aussi que dans notre tête, on soit flexible, on peut se modeler à n'importe quelle circonstance. Sinon, réfléchissez 2 fois avant de prendre la décision. Ben, je pense que tu apportes également un excellent point par rapport à ça, parce que souvent, mais je pense que c'est un des aspects que l'on néglige, la préparation avant la paix. On pense souvent que l'intégration commence ici. Mais je pense que tous les points que les intervenants ont apportés, ça apporte vraiment une grande valeur. Donc, à ce sens-là, des exemples concrets, Michael, comment est-ce que quel truc as-tu à partager que tu aurais pu vivre avant de te préparer? Comment t'es-tu préparé avant d'arriver ici? Ben, comme Brigitte a dit, comme Ling a dit, ben, j'ai lu un peu et puis ben, je me suis préparé un petit peu, mais j'étais très confiant aussi en moi. J'avais cette confiance que je pouvais et je voulais venir. C'était pas comme, j'étais pas indécis. J'avais pris la décision de venir. Je voulais immigrer au Canada, au Québec. Donc, c'est ça aussi qui est important. Et se lever le matin, se motiver soi-même. Malgré que c'est difficile, se motiver et ne pas oublier l'objectif. Parce que comme Merling a dit, Brigitte a dit avant moi, oui, c'est une terre de possibilités, d'opportunités. Il y a tellement de choses, de belles choses à faire. Et on a tellement besoin des gens. Donc là, c'est l'occasion pour vous de vous affirmer et de vous peut-être positionner pour l'avenir. Donc, voilà un peu ce que moi, je veux dire. Oui, effectivement, c'est des excellents points. Donc, ceci va nous permettre d'entrer vraiment un petit peu plus dans le vif du sujet. On va mener un petit peu des questions qui vont être, d'après moi, très utiles aux gens qui écoutent. Donc, de manière générale, qu'est-ce que vous diriez qui peuvent être les principaux obstacles que les immigrants vont rencontrer dans leur processus d'intégration, que ce soit avant, pendant même le voyage ou au cours des premiers temps, le premier mois d'arrivée ici? Brigitte, qu'est-ce que tu dirais qui peuvent être des choses qui peuvent être des entraves à ce processus qui est parfois ardu pour les gens? Oui. Ben d'abord, tu sais, je veux juste rajouter sur le fait que j'aime beaucoup, tu sais, que Merling puis Michael amènent tout le côté plus émotif de l'immigration. Moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, je l'ai vécu à travers mon mari, mais donc effectivement, tous ces éléments-là sont super importants. Là. Moi, j'amène des éléments très, comment je pourrais dire, en tout cas, peut-être un peu plus carré, là, mais tout ça fait un tout, là, donc c'est vraiment, j'aime ça le fait qu'on ait ces 3 expériences-là distinctes autour de la table. Ça amène plusieurs angles. Donc, bon, c'est quoi les obstacles que les gens peuvent vivre
quand ils arrivent au Québec, il y a plusieurs obstacles. Puis souvent, je vais parler, ce que j'entends, c'est au niveau de la reconnaissance des diplômes, de la reconnaissance de son expertise et de ses compétences. Ça peut être assez un gros choc parce que on va se rendre compte que souvent, le premier emploi qu'on va avoir ne sera pas à la hauteur de ses compétences. On va devoir passer par un boulot qui est bien en deçà de nos compétences. Et ça peut être extrêmement frustrant. On appelle ça la première expérience québécoise, bien que ce ne soit pas légal. C'est souvent fait de cette manière-là, c'est-à-dire que le premier emploi, on est souvent surqualifié pour le premier emploi qu'on va avoir au Québec. Il faut aussi comprendre la notion des ordres professionnels au Québec, qui est quelque chose d'assez particulier au Québec et au Canada. On n'a pas beaucoup de pays où est-ce qu'il y a des ordres professionnels. On a des associations professionnelles et c'est très, très différent. Donc, des ordres professionnels, il faut démontrer ses compétences pour pouvoir avoir pas une certification, mais à être reconnu dans son rôle de professionnel, infirmier, infirmière. Je ne nommerai pas médecin parce que ça, c'est quasiment impossible, mais donc dentiste ou autre, là. Donc, ça, on peut déjà commencer à faire des choses avant d'arriver, c'est-à-dire faire l'évaluation comparative des études. Ça, c'est des choses qu'on peut commencer à faire avant de partir de chez soi, qui va accélérer le processus ou est-ce qu'au moins, on va pouvoir présenter ça à des employeurs pour dire, voici ce qu'on me reconnaît au Québec comme étude. Donc, ça peut aider là, à passer plus rapidement à travers ce premier obstacle-là. Sinon, moi, je vous ai parlé de la difficulté de se trouver un premier emploi. L'autre chose qui peut être difficile aussi, c'est qu'on n'a pas de réseau quand on arrive. Tant mieux si vous avez déjà des gens, il y en a qui viennent ici et qui ont déjà des amis ou des membres de la famille, mais la plupart des personnes immigrantes qui arrivent n'ont pas de réseau et n'ont pas toujours la connaissance des systèmes sur comment se trouver un emploi ou sur comment faire un CV. Donc, moi, je vous encourage là, très fortement quand vous arrivez ici, voire même avant, de regarder quels sont les organismes qui aident dans la région dans laquelle vous allez venir vous établir. Parce que ces organismes-là, ils sont de tout cœur avec vous pour vous soutenir dans votre établissement. Donc, trouver un appartement, comprendre comment ça marche, les épiceries, les services, etc. Et aussi, il y a des organismes d'employabilité qui vont vous aider à faire des CV comme on les fait ici et de retravailler vos compétences avec les mots qu'on utilise ici pour que ce soit plus facile de vous trouver un emploi, là. Donc, je dirais que ce sont les deux grands obstacles là, que je dirais par rapport à, pour commencer. Hein. Effectivement, je pense que tu as touché, Brigitte, vraiment les points très, très, très importants. Donc, en l'espace de 3 minutes, 4 minutes, tu as vraiment résumé plusieurs des principaux obstacles que les gens vont rencontrer, mais tu as aussi donné un portrait global. Donc, Merlin, qu'est-ce que tu pourrais nous rajouter par rapport à ça? Quelles sont les entraves que tu peux faire? À part la belle exposition de Brigitte, et pour moi, c'était la langue. Je ne parlais pas du tout français quand je suis arrivée ici au Québec. Et ça a pris plus de temps que ce que je pensais que... Et même après 20 ans, mon accent est encore, encore là. Ça, c'est un obstacle. Aussi, un autre obstacle vient de l'intérieur. Par rapport, c'est quoi les attentes et la réalité que Michel vient de dire. Parfois, on fait des plans, mais les plans ne fonctionnent pas comme on voulait. Et si on ne passe pas, on ne gère pas les émotions et comprend que c'est un processus, on peut passer trop de temps dans le processus et la transition de dépression ou être déçu et frustration. Et il y a un clé pour toi que si tu veux venir au Québec. Avant de vouloir être accepté, il faut accepter et aimer la société d'accueil. Parfois, je sens, OK, je vois beaucoup d'immigrants. Bon, les gens ne m'acceptent pas, les gens n'acceptent pas mes idées, mais avant de demander l'acceptation, il faut accepter les autres. Et ça crée une porte de connexion réelle, de cœur, qui va nous donner la chance.
Je me rappelle quand je suis arrivée ici au Québec, j'ai trouvé un emploi en 2 semaines, sans la langue, sans l'expérience québécoise, rien. Parce que j'ai trouvé un corps qui m'a donné la chance. Et c'est ça qu'il faut, il faut avoir, l'esprit d'accepter, d'aimer, de prendre les risques et de vraiment d'être outillé pour t'aider à toi, mais aussi à ta famille. Un autre défi qu'on a, c'est que comme famille, si on déménage, chacun vit l'expérience d'intégration d'une façon différente. Et on n'a pas des outils pour aider les enfants, ou aider ton mari, ou aider ta femme pour passer à travers. C'est un travail en équipe. Et c'est ça, je trouve qu'à part l'exemple que Brigitte a donné, le côté interne, c'est aussi important. Et maintenant, bon, on va écouter à Michel. Effectivement, Merlin, tu as apporté aussi des excellents points par rapport à tout le volet on arrive dans une terre qui est très accueillante, oui, certes, mais il faut aussi, de l'autre côté, avoir une ouverture. Donc, il faut aussi, comme tu mentionnes bien, on arrive dans un endroit où il y a beaucoup de nationalités. Donc, il faut montrer l'ouverture envers les autres pour recevoir la chose. Donc, c'est un très bon point que tu as apporté. Donc, Michael, à toi la parole. Je l'avoue que c'est très difficile de parler après ces deux dames-là, qui sont des expertes en la matière. Mais moi, je veux dire tout simplement aussi, en tant qu'immigrant, des fois, on est tenté d'aller vers les grandes villes. On pense que dans notre tête, quand on se prépare, on connaît les grandes villes et on pense que c'est dans les grandes villes qu'on aura l'opportunité de travailler ou d'avoir un emploi, un bon travail et tout. C'est pas nécessairement vrai. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai fait les grandes villes et puis je suis venu en région. Donc, moi, je vous dirais aussi de préparez-vous à aller en région. La région peut être un petit peu semblable comme votre pays. Il peut y avoir plusieurs différentes communautés. Il peut y avoir moins de monde. Moi, je viens d'une île, je suis habitué à la tranquillité, à la plage, à la mer. Moi, les voitures et tout, là, le bruit, et habiter dans un appartement, je n'étais pas habitué. J'ai dû, comme Merlin a dit, Brigitte a dit avant moi, m'adapter. Mais en même temps, si tu veux vraiment quelque chose de différent ou tu veux te retrouver un peu, peut-être la région va mieux être adaptée pour toi et toi, tu peux t'adapter plus facilement que d'aller dans les grandes villes. Donc, je prends un peu un aspect un peu différent pour ne pas répéter ce que les dames ont dit, mais voilà un peu comment moi je vois aussi ne pas seulement se concentrer dans les grandes villes, mais voir un petit peu plus large, comprendre un peu plus les régions et voir les opportunités. Voilà ce que moi, je peux ajouter à ce thème. Tout à fait. Puis peut-être de premièrement, en étant toi-même établi dans une région qui est le nord du Québec dans laquelle se déroule le salon, parmi les entraves, les premières entraves que tu as pu rencontrer puis que tu as surmonté brillamment parce que tu as fait un poste très, très, d'ailleurs, félicitations pour ça. Qu'est-ce que tu dirais qui étaient les premières entraves et comment tu les as surmontées? Parce que premièrement, quand je suis venu, je suis parti dans les grandes villes, comme j'ai dit, et puis j'étais toujours attiré par les régions. Je voyais l'opportunité pour nous immigrants de pouvoir mieux être à la hauteur de nos qualifications ou de nos compétences. Que des fois, dans les grandes villes, on est juste un nombre, un chiffre parmi tant d'autres. Donc là, c'est ça qui me trottait dans la tête pendant un certain temps, que je voulais partir en région parce que je pensais que j'avais plus de chance. Et quand j'ai vu l'opportunité, j'ai postulé et effectivement, j'ai eu le job. Donc maintenant, comme José a dit, je suis le coordonnateur d'Attraction Nord qui a comme mission de faire la promotion de toute la baie James. Et voilà, et moi, je vous encourage là, quand vous nous écoutez, ne vous concentrez pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les régions où peut-être vous allez avoir plus d'opportunités plus vite. Voilà. Effectivement, encore une fois, félicitations pour tout ça, Michael. Puis ceci va nous amener à une question qui est quand même très intéressante. Donc, on sait, comme mentionné d'ailleurs, tu as parlé très bien, Michael, on sait qu'autrefois, les migrants de métropole Montréal-Québec, ils accueillaient la grande proportion des immigrants. Ils allaient automatiquement, quelqu'un qui est arrivé au Québec, qui se dirigeait systématiquement de Montréal au Québec. Cependant, depuis quelques années, on constate une progression, quand même un changement. Il y a plusieurs facteurs dus à ça, et des gens qui commencent à s'établir de plus en plus en région. Donc, dans ce sens, est-ce que vous pensez que les régions du Québec sont devenues plus accueillantes
Est-ce que la mentalité des gens en région a changé? Est-ce qu'il y a une progression ou comment est-ce que vous voyez le portrait un petit peu par rapport à ça déjà? C'est sûr qu'actuellement, il y a une grande ouverture à ce que les personnes immigrantes s'en aillent en région. On a besoin de nos personnes immigrantes dans les régions. Puis ce qui est très positif dans les régions comme ailleurs, c'est qu'on a plein d'organismes d'accueil, d'intégration, d'employabilité dans les régions qui sont là pour aider les personnes immigrantes. Donc, est-ce que les sociétés sont plus accueillantes? Est-ce qu'il y a une évolution au niveau des mentalités dans les régions? Bien, c'est sûr que c'est quelque chose qui est en progression parce que on a de plus en plus de personnes immigrantes qui s'en vont en région. D'abord parce que c'est privilégié par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Donc, c'est une façon de faire là, qui est vraiment très privilégiée. Donc, on encourage les personnes immigrantes à s'en aller directement dans les régions. Je travaille, moi, actuellement avec une sous-région, si on veut, ce qu'on appelle au Québec une MRC, municipalité régionale de comté. Et donc, presque toutes les MRC sont en train, ou en tout cas certaines MRC sont en train de se doter d'une planification stratégique et d'un plan d'action en matière de régionalisation de l'immigration. Ça inclut par exemple, s'assurer qu'on fait des bons arrimages entre les postes, les types d'emplois puis les profils de personnes immigrantes. C'est s'assurer qu'on prépare les milieux. Ça veut dire donner beaucoup de formations, de sensibilisation, de conférences aux employeurs, à la population, aux propriétaires d'appartements, aux agents d'immeubles, donc à l'ensemble, aux élus aussi, hein, donc ceux qui travaillent dans les villes, les municipalités. Donc, faut former les gens. On fait beaucoup aussi d'activités de rapprochement interculturel pour dialoguer, pour apprendre à se connaître, à se comprendre dans nos différences et dans nos ressemblances. On travaille aussi sur le développement du territoire. Donc, est-ce qu'il faut avoir plus d'appartements? Est-ce qu'il faut avoir plus de maisons unifamiliales? Est-ce qu'il faut avoir plus de garderies pour être capable justement de répondre aux besoins qui sont créés par le fait qu'on a de plus en plus de familles, de personnes immigrantes qui viennent s'établir en région. Donc voilà. Alors, c'est sûr qu'il y a tout un côté là, démographique et économique qui vient avec ce que je viens de dire, mais aussi, comme Merling et puis Michael le disaient, des personnes immigrantes ne sont pas que des personnes qui viennent remplacer de la main-d'œuvre. On est dans un projet de vie, donc il faut travailler là, dans les régions à créer justement de l'ouverture là, par rapport aux personnes immigrantes. Je pense que des premières mains, tu es une des actrices importantes dans ce milieu-là, puis c'est à ce sens-là que je pense que tu apportes vraiment une grande valeur à ce panel puis à la société en général, parce que tu travailles à promouvoir justement à faciliter ce processus. Merling, qu'est-ce que tu pourrais rajouter par rapport à ça? Je veux rajouter que pour vous donner une idée, ici au Québec, on pensait d'amener à peu près 45 000 immigrants par année. Mais cette année, le gouvernement a presque doublé. Maintenant, on a 75 000 qui vont venir au Québec dans les prochains 2 ans. Imaginez-vous si seulement les gens considèrent les 3 villes principales pour trouver un emploi. Et j'adore l'expérience que Michael vient d'apporter dans cette conversation, parce qu'il y a des opportunités dans les régions qui vous attendent. Et en plus, une chose très importante, c'est que de toute façon, si tu vas changer de vie, même si tu viens à Montréal, au Québec ou à Sherbrooke, tu vas changer de toute façon. Et je pense que ça vaut la peine de commencer dans les régions pour ouvrir ta place et trouver même plus d'opportunités qu'en ville. Je profite de l'opportunité de vous dire que le processus de transition et d'intégration est là, même n'importe pas ton âge, ton sexe, si tu as un travail ou pas, tous les immigrants, nous vivons un processus de transition très important et émotif à l'intérieur.
Et je profite de vous annoncer, et José vient aussi de parler de ça. Je suis une entrepreneur social que je viens de développer un outil en ligne pour aider les immigrants dans le monde entier pour réussir dans le processus de transition. Il s'appelle Corazón Migrante en espagnol et Cœur Migrant en français. Aujourd'hui, l'outil va être traduit en français et depuis janvier, ça va être disponible ici au Québec pour aider les immigrants dans leur processus de transition. Aujourd'hui, ce programme impacte Amérique latine et vient de gagner un prix et un défi qui s'appelle Hola América pour accélérer l'implémentation de toute Amérique latine, incluant, commençant par Chile et Argentine. Et on l'a fait avec le cœur, je le fais selon mon expérience. Il y a 3 ans, j'ai écrit un livre pour aider les immigrants à l'intégration. Mais un jour, une voix interne m'a dit, qu'est-ce que tu fais quand le monde entier a besoin d'aide pour aider les immigrants de sortir de l'ombre et allumer la société d'accueil avec la valeur que nous amenons comme immigrants. Et je vous encourage de n'avoir pas peur, c'est un processus et dans ce processus, on grandit. Et je vois Michael, qui est un exemple, et aussi Brigitte, que même qu'elle est québécoise, elle a encore vraiment rempli d'amour pour les immigrants et aide les organisations ici au Québec pour être plus ouverts à la diversité et l'inclusion. Et José, sa mission de la vie, c'est de faire la connexion intelligente entre les organisations et le monde entier dans les compétences pour faciliter cette prise de décision de déménager ici au Québec. Eh bien, d'abord, félicitations vraiment pour ce que tu es en train d'accomplir, Merlin. Un petit peu plus loin, tu vas pouvoir avoir l'opportunité de nous en parler un petit peu plus en détail, mais effectivement, ce que tu es en train d'accomplir, je pense que c'est remarquable. C'est quelque chose qu'on t'a tous vu, le processus grandir. Et le nombre de personnes que tu vas impacter à travers ce projet-là, c'est énorme. Donc, j'encourage vraiment aussi les gens à travers ça à aller visiter, à aller se renseigner encore plus sur ce programme-là. Puis, j'ai bien hâte d'en entendre un petit peu plus loin, mais félicitations pour ça, Merlin. Donc, Michael, à toi la parole. Félicitations pour le prix, Merlin. Et ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Moi, je dirais aussi que moi, quand j'ai pris la décision de venir dans le nord du Québec, notamment dans la ville Chibougamau, tous mes amis, surtout les Québécois, là, me disaient, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu sais où ça se trouve? Il n'y a rien à faire. Et là, j'étais comme, OK, est-ce que j'ai pris la bonne décision ou pas? Quand je suis venu, oui, je suis le seul Mauricien. Je suis le seul qui ressemble à moi-même. Il n'y a pas d'autre. Mais à Lebel-Choquévillon, qui est une autre petite ville qui se trouve à côté de Chibougamau, il y a 20 nationalités différentes. Et puis, vous savez, les Québécois, ils sont gentils, ils sont curieux. La première fois que je suis rentré dans un dépanneur, vous allez comprendre c'est quoi un dépanneur après, je voulais un café et là, je suis venu, je regardais la machine et tout, et la personne, il ne sait pas trop là si je parle français ou pas, il sait très bien que je suis étranger, immigrant, et il me regarde et puis il m'a dit « coffee ». J'ai dit « café ». Et il m'a dit « ah, tu parles français ». J'ai dit « oui, français ». Et là, on a commencé à parler. Et depuis, c'est devenu une amie. Et elle m'a indiqué plein de choses où tu peux aller prendre le téléphone, où tu peux aller faire des choses. Mais finalement, vous savez, on n'est pas différents. On est tous humains. Comme Lynn disait, Brigitte disait avant moi, on est des êtres humains. C'est le cœur, c'est le cœur. Moi, quand je suis venu, j'ai dit bonjour à tous mes voisins. Il y en a qui me regardaient. Et puis, le lendemain, ils étaient de chez moi. Ah, ça sent bon. Qu'est-ce que tu es en train de cuisiner? C'est quoi? Qu'est-ce que tu mets dedans? Et pour l'Action de grâce, on a tous été ensemble, là, on a rigolé, on a parlé. Finalement, vous savez, l'humanité, l'être humain, ça prend peu pour avoir le bonheur. C'est pas seulement le travail, mais c'est le partage, le rire, l'amitié. Dans des moments difficiles on sait qu'on peut compter sur quelqu'un. Je pense que c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui fait la beauté d'être sur le sol québécois. Je ne peux pas être plus d'accord avec ce que tu viens de dire, Michael, mais je pense que moi également, ça fait 30 ans que je suis ici, je suis arrivé quand j'étais tout jeune.
mais je peux effectivement dire que c'est une société très accueillante. C'est des gens qui sont très chaleureux. C'est contrairement à ce qu'on voit peut-être plus dans le sud ou dans d'autres endroits où le racisme est plus présent. Je dirais qu'ici, les gens sont très conviviaux, ils nous acceptent. Donc, il s'agit juste un petit peu comme pour faire le poste sur ce que Madeleine disait tantôt, et de montrer aussi une ouverture de notre part, donc de savoir qu'on arrive dans une société qui est laïque, dans une société où les valeurs sont différentes, mais où ce que les droits et libertés sont comme nul autre au monde. Donc ici, tout le monde est libre, ici, le monde, il y a le droit de parole, il y a le droit de vote, il y a beaucoup de choses que nous autres, souvent, on ne peut pas bénéficier dans nos pays. Les grands privilèges. Au niveau des femmes, je pense que les femmes ici sont ils sont à part égale comme des hommes, contrairement à bien d'autres endroits dans le monde. Donc moi, personnellement, je suis très content que mes filles puissent grandir dans cette société-là. Et je pense que, comme on parlait tantôt, il y a des choses qui sont à travailler, comme partout, mais je pense que le cheminement est très engagé, on est très dans la bonne route, puis grâce à des intervenants comme Brigitte, Merlin, puis Michael, je pense qu'on est dans la bonne direction. Puis, ceci m'amène à dire, quel est votre... Oui. Je voudrais rajouter juste un petit quelque chose sur les régions parce que actuellement, toutes les régions sont comme un peu en compétition les unes avec les autres pour essayer d'attirer des personnes immigrantes. Mais je pense que qu'est-ce que beaucoup de régions ont en commun, c'est des magnifiques espaces. Donc, les gens qui aiment la nature, qui aiment faire des sports à l'extérieur, qui sont habitués d'avoir de l'espace et de la nature, hein, comme Michael, tu disais, tu viens d'une île magnifique. Donc, être dans une ville avec plein de voitures, ça ne correspondait pas avec ton expérience et ce que tu avais aimé de ton pays d'origine. Donc, dans les régions, on retrouve là, tout ça, beaucoup plus d'espace quand on achète une maison. Puis après ça, il y a des parcs, des pistes cyclables, des endroits pour aller faire du ski parce que, bon, il y a l'hiver. Donc, on doit apprendre à aimer l'hiver et à faire des sports d'hiver. Et ça, quand on vit dans une région, ben, on a toute cette liberté-là. On est proche. La nature, elle est présente et elle est très près de nous. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant à savoir au niveau des régions au Québec. Tout à fait, c'est très bien raison. Puis je pense qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait apporter qu'on essaie d'en donner le plus possible aux gens, mais effectivement, chaque commentaire est opportun. Puis je pense que les gens vont en apprendre beaucoup à travers ça. Ceci va m'amener un petit peu, je veux savoir quelle est votre perspective sur l'intégration au Québec au cours des prochaines années. On sait que les besoins, bien des nouveaux, sont grands par rapport au volet démographique dans lequel la population est vieillissante au Québec. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. La pandémie, ça accentue aussi les problèmes de la pénurie de main-d'œuvre. Beaucoup de gens ont commencé à prendre leur retraite activement. Donc, ça ouvre beaucoup de possibilités, beaucoup d'horizons. Comment est-ce que vous voyez l'intégration au Québec pour les prochaines années dans un horizon disons, de 5-10 ans en région? Comment est-ce que tu vois ça, Brigitte? Bien, en fait, la notion de perspective démographique puis d'emploi, Merlin a commencé à en parler tout à l'heure. Il y a des économistes et des démographes qui disent que pour qu'on puisse au Québec juste continuer le développement économique tel qu'il est, là, même pas se développer, là, juste continuer continuer l'économie telle qu'elle est, ça prendrait entre 75 000 et 100 000 personnes immigrantes par année. Depuis les 20 dernières années, on en reçoit 50 000. Donc là, il y a toute la question de est-ce qu'au Québec, on a les structures et les infrastructures actuellement pour accueillir 2 fois plus de personnes immigrantes par année? Probablement que la réponse est non, mais pourtant, il va falloir qu'on se dirige assez rapidement vers ça si on veut que le Québec continue de se développer aussi. Donc, on dit actuellement, les personnes immigrantes et leurs enfants, qu'on appelle de deuxième génération, représentent à peu près 25 % de la population. Puis, il y a des projections qui disent qu'en 2036, la population des personnes immigrantes et des personnes de deuxième génération va être entre 35 et 40 %. Donc, tout doucement, on se dirige vers un Québec qui va être majoritairement issu de l'immigration. Donc, d'ici 2040, là, moi, je pense qu'on commence à basculer où est-ce qu'on appelle le groupe majoritaire, qui ressemble à moi, que le groupe majoritaire va commencer tranquillement à être minoritaire. Donc, ce qui fait que tout ça va faire en sorte que ça va changer aussi, je pense, bien des éléments
dans la notion d'intégration des personnes immigrantes. Parce qu'on va avoir des gens de deuxième génération, de troisième génération qui vont être dans des postes et qui vont déjà avoir toute l'ouverture par rapport aux personnes immigrantes et aux personnes qui ont un héritage ethnoculturel. Donc, tu sais, ça va, il y a quelque chose qui va se produire dans les, en tout cas dans les 20 prochaines années. D'ici les 20 prochaines années, il y a vraiment une transition importante qui est en train de se produire. Je pense que oui, tu as raison par rapport aux chiffres. Les chiffres sont alarmants parce qu'on en convient par rapport aux besoins de main-d'œuvre, par rapport aussi, c'est pas juste aux besoins de main-d'œuvre, mais aussi en termes d'étudiants, en termes de gens dans les régions, on a beaucoup besoin. Puis je pense que on espère que beaucoup de gens justement qui participent au salon, puis qui peuvent écouter ce panel-là, et ils vont pouvoir faire partie des gens qui vont porter ce changement-là, puis qui vont être parmi nous bientôt. Donc, Merlin, comment est-ce que tu vois l'horizon à court et à moyen terme? Les chiffres que Brigitte partage sont vraiment impactants. Et en plus, le fait qu'on amène les gens ici n'implique pas que ça va réussir. C'est ça la raison pour laquelle le processus de transition et l'intégration est très, très important. On voit que les 50% de familles se séparent dans les premières 3 ans. Et aussi, dans les premières 3 années, les gens retournent dans leur pays ou restent ici, mais très malheureux. Je me rappelle que quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré un monsieur de Chili et moi, je lui ai demandé, bon, combien de temps ça a pris pour que tu te sentes chez toi? Lui, il m'a dit, bon, ça fait 20 ans et je ne me sens pas comme chez moi. Et moi, je me suis dit, c'est pas mon histoire. Je veux vraiment m'intégrer et c'est aussi une volonté. Et je veux dire que c'est une priorité pour le gouvernement, pour les entreprises, pour les organisations privées paragouvernementales. Nous, comme société, nous avons 300 000 par année dans tout le Canada. Et je pense que plus que jamais, on se réveille dans une réalité qu'il faut vraiment travailler en équipe. Il faut travailler d'une façon coordonnée. Parce que parfois, les mesures de gouvernement ne sont pas alignées à de l'organisation ou des universités, etc. Mais je trouve que de plus en plus, il y a des conversations entre haut niveau qui vont faire en sorte qu'une vision stratégique, un plan d'action d'intégration, de recrutement, parce qu'on veut vraiment que les gens qui viennent ici travaillent dans leur domaine. Par exemple, Michel, il partageait que bon, il a travaillé n'importe quoi au commencement, mais ça serait idéal que nous pouvons, comme société, faire les matchs pour accélérer. Bien sûr, l'intégration de travail, c'est un élément clé pour la réussite de l'intégration. Quand on se sent qu'on travaille dans leur domaine, dans leur passion, bon, c'est dur vraiment de ne pas avoir la plage, la plage et nager et aussi la nourriture, etc. Mais ça rend plus facile. Et en conclusion, je trouve que nous, comme société, on a un réveil, on est porte de vision stratégique pour l'arrimage de tous les besoins de les contreparties pour vraiment réussir à intégrer les 300 000 hommes qui viennent ici au Canada et les 75 000 ici au Québec chaque année. Merci Merlin pour ce commentaire. Et Michael, comment est-ce que tu vois le portrait? Ben moi, vous savez, moi je suis un amateur de soccer, de football comme on dit dans mon pays. Vous n'avez qu'à voir l'équipe féminine du Canada qui a remporté la médaille d'or et vous allez comprendre c'est quoi le Canada de demain. Et moi, je vais venir un petit peu avec les chiffres aussi. Donc, ici, dans le nord du Québec, notamment à la baie James, ben, il y avait 500, d'après les dernières statistiques, là, il y avait 500 emplois qui sont restés comme ça, vacants, pendant les 3 derniers mois. Parce qu'on n'arrivait pas à combler ce manque de main-d'œuvre. Donc, il y a de la possibilité, encore une fois, je vous dis, il y en a, ça existe. Et puis, toujours selon les projections économiques des experts économiques qui ont fait, et d'ici 2024, il y aura au moins 5 000 emplois qui vont se créer. On aura besoin pour le développement de tout le nord du Québec, mais aussi du Québec en général, comme Brigitte a précisé, et Merlin aussi. Donc, voilà, l'opportunité, c'est là, ça existe.
Comment on voit? Ben, c'est juste un brassage là, entre les immigrants, les Québécois, respecter les cultures, beaucoup de respect vis-à-vis des autres, les autochtones, la Première Nation qui était là aussi, intégrer tout ce monde, et c'est ça qui fait le Québec, le Canada est un pays qui fait bon à vivre. Voilà. Ça, c'est des commentaires très, très précis de tous les panélistes. C'est ce que j'en conviens un petit peu par rapport à quand j'écoute tous vos propos, c'est que toutes les possibilités sont présentes au Québec, mais il faut tenir compte que l'intégration est un facteur clé. Donc, c'est un facteur à ne pas négliger qui commence avant l'arrivée. Donc, il faut savoir plusieurs choses. Il faut être prêt à s'engager, à s'investir. Il faut être prêt à vouloir pas commettre, pas apporter ceci à titre personnel, pas commettre l'erreur que souvent les immigrants peuvent arriver, puis d'aller dans leur ghetto, d'aller dans les grandes villes, puis de rester dans leur communauté, parce que je pense que c'est une façon qu'on se prive de grandir. Il faut savoir que si on va arriver dans un autre pays, il faut s'intégrer, il faut vouloir connaître la culture, écouter la musique, en apprendre, parce que si on reste fermé, on se prive de beaucoup d'opportunités. Si on s'ouvre, tout le monde et toutes les possibilités sont ouvertes. Il y a des organismes très préparés, il y a des gens qui entendent qu'à vous aider. Il y a des programmes qui sont présents à travers le monde comme Merlin pour aider les gens à l'arrivée. Il y a des experts comme Brigitte, très compétente, qui travaillent très fort justement à faire ce match-là. Puis des organismes comme Michael, il coordonne et tout, qui sont dans la région, dans une région très prospère que le nord du Québec, dans laquelle les possibilités sont grandes. Fait que je pense que tous les éléments sont en place. Puis peut-être pour conclure le panel, mais je voudrais savoir, à titre personnel, vous êtes des gens très qualifiés, vous avez des beaux projets, mais j'aimerais juste savoir un petit peu sur quoi vous travaillez, qu'est-ce que vous préparez pour donner une idée aux gens de ce qui se passe un petit peu en ce moment au Québec. Donc, Brigitte, je voudrais savoir un petit peu quels sont tes projets, tes perspectives. Oui, bien, en fait, moi, je travaille bon, à aider des entreprises, des organisations de toutes sortes de manières autour de l'intégration, mais maintenant plus au niveau de l'inclusion, qui est une notion un petit peu plus large que l'intégration. L'inclusion, c'est vraiment s'assurer que les gens vont pouvoir contribuer à tous les niveaux de la société, donc de pouvoir les inclure dans le monde politique aussi, etc. Et qu'ils puissent avoir des postes, un peu comme Merlin et Michael, qui ont eu des postes de gestionnaires dans des grandes entreprises ou des grandes organisations. Donc ça fait partie de la notion d'inclusion. Donc moi, je travaille actuellement avec une université. Toutes les universités au Québec et au Canada doivent se doter d'une planification stratégique, d'une politique et d'un plan d'action en matière d'équité, diversité et inclusion. Donc, je suis en train d'accompagner une petite université là, au Québec à faire ça. Ce sont des réflexions extrêmement intéressantes, parfois troublantes parce qu'on trouve des événements, on trouve un peu de discrimination, un peu de racisme. Donc, il faut travailler à ce que tout le monde ait les mêmes chances d'accès aux ressources, aux projets, aux études, etc. Donc, ça, c'est au niveau d'une université. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un projet que je suis en train de faire avec une sous-région, donc avec une MRC en régionalisation de l'immigration. Ce sont vraiment des projets qui me tiennent à cœur. Je souhaite dans les prochaines années continuer à m'impliquer avec des organismes de ce type-là et à faire une différence pour qu'on mette en fait des bases au niveau du système qui font en sorte que les personnes vont pouvoir mieux s'intégrer et mieux s'inclure. D'ailleurs, je te félicite aussi, Brigitte, parce que tu es une personne, cette personne que je peux dire qui est très préparée, une personne qui connaît parfaitement les cultures à l'étranger, mais parfaitement la culture ici en tant que quelqu'un de très préparé, puis tu es quelqu'un surtout qui travaille, je pense, très fort pour les immigrants depuis que je te connais. Donc, vraiment, félicitations pour ça. Je te souhaite beaucoup de chance dans tous les projets que tu es en train de réaliser. Je suis sûr que ça va être un succès comme d'habitude. Et puis, Merlin, on aimerait ça entendre un petit peu plus en détail ce que tu nous avais présenté de Corazón Migrante. Donc, je suis curieux de t'entendre. Bon, merci, José. Avant de parler de Corazón Migrante, il y a une chose que je veux dire que quand vous venez ici au Québec avec vos enfants, vous semez la génération de futurs Canadiens, Québécois d'ici au Québec. Et j'ai 2 enfants. Un, il parle 4 langues, anglais, français, espagnol et portugais. Il travaille comme leader, manager de immigrants Canada à Ottawa.
Et le deuxième, il va devenir médecin ou vétérinaire. Il parle 100% québécois, français, anglais. Et eux sont les générations du futur du Québec. Quand vous venez, vous faites passer à travers l'intégration, l'inclusion et vous sentez que vous êtes dans ce pays, ça devient le pays aussi de vos enfants. Et maintenant, je vais être grand-mère, grand-maman dans 3 semaines. Et c'est la satisfaction incroyable que je vois retourner en arrière en disant 20 ans, ça vaut la peine. Je veux dire que ça vaut la peine. Et bon, comme j'ai partagé avant, j'ai laissé en arrière le monde corporatif pour dédier ma passion. J'ai fait 3 choses. Je suis professeur à l'Université de McGill comme de gestion de changement. Ça, enseigner à l'université, c'est aussi ma passion. Dans tous les processus de devenir entrepreneur social, j'ai devenu coach d'entrepreneurs au niveau, à ton niveau, au niveau mondial, si tu veux, et dans une organisation qui s'appelle Tribu Digital. Je suis coach certifiée et j'aide les gens à partir leur business dans le monde digital. Et l'activité plus importante, c'est Corazon Migrante, que, comme je partagé, c'est une plateforme digitale, mais aussi c'est hybride parce qu'on a les cours qui sont à peu près 15 heures en ligne, mais aussi chaque pays, nous avons des coachs certifiés, des agents de transformation certifiés pour aider les gens dans les régions pour le processus de changement. Comme je vous dis, aujourd'hui, on est en Chile, ici à Montréal, à Belgique et en Équateur, mais avec le prix qu'on a gagné la semaine passée, je suis certaine que dans l'année prochaine, on va faire l'impact massif d'Amérique latine, et incluant les gouvernements, les entités paragouvernementales, etc., pour vraiment aider les immigrants à être plus étudiés pour une réussite dans leur société d'accueil. Je suis très fière et très contente. Et José, j'ai rencontré José il y a quelques temps, mais quand Corazon Migrante était dans le mode pilote, et aujourd'hui, c'est un produit très solide, et bientôt va être en français. Et Michael, dans la région, tu vas pouvoir être outillé les immigrants de toutes les régions pour être plus équipés pour la réussite. Et ça me rend très heureuse parce que moi, j'ai passé à travers, et si j'aurais l'opportunité d'avoir cet outil à l'époque, mon intégration aurait été plus facile et plus riche, si tu veux. Et bon, je veux remercier encore une fois pour cette belle opportunité, Brigitte, Michael et José, pour ce bel partage. Et non, mais on est vraiment content de pouvoir te porter parmi nous, Brigitte. Nadine, puis tout à fait, tu as bien raison. Moi, j'ai vu un petit peu la progression de ton projet, du projet pilote, quand tu as commencé avec ta visite aux Nations Unies, quand tu as commencé à faire. Et je peux dire que vraiment, je te félicite. C'est un exemple de persévérance, mais aussi un exemple de cœur qui veut servir les autres et qui veut justement partager par rapport à ce que tu as traversé à ton parcours, apporter cette valeur aux autres. Et je suis persuadé que ton projet va être un succès. Il est déjà un succès, mais qui va devenir un succès à plus grande échelle. Donc, je te souhaite la meilleure des chances dans ça. Puis si les gens ils veulent en savoir plus sur le projet, comment est-ce qu'ils peuvent... Je vais t'envoyer le site web. Et aussi, je suis dans tous les médias sociaux, Corazon Migrante, en LinkedIn, Instagram et aussi en Facebook. Et Corazon Migrante. Jusqu'à maintenant, c'est en français, mais bientôt, excusez, en espagnol, mais bientôt en français aussi. Mais vous pouvez lire toute la réussite, toutes les choses qu'on va faire. Et maintenant, je vais commencer à promouvoir plus l'impact que nous avons dans les projets. Il faut savoir aussi que je partage, Merlin va être aussi présente dans le salon à titre d'exposant. Donc, pour les gens qui vont vouloir savoir, de pouvoir la visiter, tout comme mes 2 autres collègues vont aussi faire partie de l'expérience. Donc, ça va faire plaisir. Puis, Michael, ben, toi, ton organisme quand même très prestigieux dans le nord du Québec. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Quelle est la perspective?
pour que les gens puissent savoir, dans le nord du Québec, comment est-ce que ton organisme va contribuer justement à les aider? Ben, moi, comme tu sais, José, je carbure au projet, au défi. Donc, le prochain salon, ça va être justement le salon international qui aura lieu du 15 au 18 novembre à Lebel-sur-Quévillon, une charmante ville que j'aime beaucoup. Et je vous invite à vous inscrire, à venir voir ce salon. Ça, c'est le premier projet que j'ai. Et puis, j'ai plein de collaborations avec Tourist Bay James, parce que vous savez, Bay James est entouré des lacs, des forêts, des paysages extraordinaires là, que moi, je rêve là. Et donc, voilà. Donc, tout ça, on a plein de projets qu'on a en tête. Il y a aussi les entreprises qu'on veut développer plus d'activités, comment accueillir les immigrants, comment accueillir les migrants même. Et donc, il y a plein de trucs qui s'en viennent pour l'année prochaine aussi. Et on veut aller recruter un peu dans les grandes villes, faire connaître notre région, la baie James, surtout dans les grandes villes. Et quand je dis grandes villes, c'est un peu Montréal, Ottawa, même ailleurs. Donc, voilà, faire connaître qu'il y a des opportunités, qu'il y a d'autres perspectives et que vous avez peut-être plus de chances de réussir votre vie et que dans les grandes villes. Donc, j'ai rien contre les grandes villes, mais je défends un peu les régions. Donc, voilà un petit peu les projets qu'on a. Et personnellement, et moi avec quelques amis, et on est en train de penser à mettre un groupe sur place. Donc, il y a un mélange des immigrants, des Québécois, des personnes qui habitent à Chibougamau, parce que moi, j'habite à Chibougamau. Donc, on va mettre ce groupe-là en place, là. On cherche une chanteuse, donc voilà. Si vous chantez autre que dans votre salle de bain, là, on est prêt à vous écouter. Donc, voilà. Venez nous rejoindre. Voilà nos projets. Merci. Bien content d'entendre tout ça, puis de savoir qu'effectivement, ben, Michael nous parlait de Chibougamau, la baie James, tout ça, il faut savoir pour les gens qui sont étrangers que ça se trouve dans le nord du Québec. Donc, c'est une très belle région qui est à découvrir. Les paysages sont vraiment incroyables. Puis, je pense que à travers le salon, vous allez aussi pouvoir découvrir tout ce que cette région a offert. Donc, comme Michael le disait, moi, j'ai grandi à Montréal, à Laval, on arrive contre les grandes villes, mais je pense que les possibilités pour les nouveaux immigrants se trouvent surtout en région. C'est là que les perspectives sont excellentes. Souvent dans les grandes villes, mais c'est un petit peu saturé, si on peut dire. Il y a quand même des places, mais toutes les possibilités sont ouvertes en région. Donc, ben, profitez pleinement de ce salon pour pouvoir justement faire des connaissances, rencontrer des experts et des organismes. Puis pour le mot de la fin, mais moi je tiens vraiment à remercier chacun des panélistes, Brigitte Lavallée, Michael Sandapin, Merlin Sapin. Vraiment merci pour avoir apporté toute cette connaissance, cette richesse aux gens qui nous écoutent. Je suis persuadé qu'en une heure, ils ont appris beaucoup. Puis, ben, si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur chacun des intervenants, ils vont être présents, comme je l'ai mentionné, lors du salon. Puis aussi individuellement, mais ils ont leurs propres réseaux sociaux. Donc, je pense que vous aurez tout avantage d'en savoir un petit peu plus sur leur organisme, leur service. C'est des gens qui sont très, très, très compétents, puis qu'on était très fiers d'avoir. Puis tout le monde, ben, merci pour je tiens à remercier toute l'auditoire. Merci de participer aussi au Salon international dans cette 3e édition. On espère que ça va vous être d'une grande utilité. On espère que ce panel a pu vous aider et a pu contribuer, serait-ce moindrement, à faciliter votre adaptation. Puis sachez que justement, ça peut-être pas facile l'intégration, mais que ça va être très gratifiant, puis que nos trois intervenants sont la preuve ici du succès qu'on peut atteindre, puis toutes les possibilités sont ouvertes. Donc, merci de nous avoir écoutés, merci à tous mes intervenants, et bien, bon salon, bonne continuité à tout le monde.